Chers élèves, bonjour. Ce cours est destiné aux élèves de première année baccalauréat sciences expérimentales, section internationale. Il concerne l'unité 3 des sciences de la vie et de la Terre. Cette unité est appelée les communications nerveuses et hormonales. Alors, en règle générale, les communications, quelles qu'elles soient, elles vont assurer donc la coordination entre les organes de notre organisme. En d'autres termes, ça va leur permettre de fonctionner correctement. Alors, le premier chapitre va s'intéresser à la communication hormonale, qui est, comme son nom l'indique, une communication qui va se baser sur le travail des hormones. Une hormone est une substance chimique qui est synthétisée par un organe donc appelé glande endocrine, par une glande endocrine. Cette hormone va ensuite être libérée dans le sang et elle va se diriger vers ses organes cibles. Cette communication est relativement lente comparée à la communication nerveuse qui, elle, utilise des neurones connectés entre elles. Donc, pour illustrer la communication hormonale, on va essayer d'étudier la glycémie. Tout d'abord, qu'est-ce que la glycémie? La glycémie est le taux de glucose dans le sang. Chez un individu qui est sain, c'est-à-dire un individu qui ne souffre d'aucune maladie, cette glycémie varie autour d'1 gramme par litre de sang. Quand on a une glycémie qui est supérieure à 1,2 g par litre, on dit qu'on est en hyperglycémie. Et si cette dernière est inférieure à 0,7 g par litre, on est en hypoglycémie. Donc maintenant, la question qui se pose, comment peut-on mesurer cette glycémie? Eh bien, il existe énormément de techniques, mais la plus récente et la plus fiable et la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle le glucomètre. C'est un lecteur qui va nous donner la valeur de la glycémie à partir d'une goutte de sang prélevée chez l'individu. Et donc, ces résultats vont être, comme j'ai dit, rapides et assez fiables. Donc ici, sur le schéma, on voit qu'on a 174. Pourquoi ce chiffre? Parce qu'il est donné en milligrammes par décilitre. Donc pour l'avoir en grammes par litre, il suffit de diviser par 100. Donc ici, à titre d'exemple, la personne a 1,74 grammes par litre. Donc elle est en hyperglycémie. Maintenant, nous allons essayer de suivre la variation de la glycémie chez une personne pendant 24 heures. On constate qu'après les repas, la glycémie augmente. Et 1 heure ou 2 heures après, cette glycémie va retrouver sa valeur initiale. Pourquoi elle augmente? Logique, quand on mange, la nourriture passe dans notre tube digestif et puis l'absorption des sucres va se faire au niveau de l'intestin. Forcément, ces sucres vont passer dans le sang et vont faire monter ma glycémie. Mais comme je viens de dire, cette glycémie va retrouver sa valeur initiale quelques heures après. Aussi, quand on fait de l'activité physique, c'est-à-dire quand on fait du sport, la glycémie va chuter. Pourquoi? Parce que le glucose qui se trouvait dans le sang a été utilisé et a été consommé lors de cette activité physique pour synthétiser l'énergie nécessaire au sport. Aussi, quand on jeûne, la glycémie va chuter également. Mais on constate que notre organisme va automatiquement, 1 heure ou 2 heures après, retrouver ou faire remonter cette glycémie à sa valeur normale. Et c'est pour cela qu'on dit que la glycémie est une constante biologique. Donc, la question qui se pose, comment cet organisme va s'arranger pour réguler cette glycémie? Donc, nous allons nous intéresser aux organes responsables de cette constante glycémique. Donc, ceci est un schéma qui montre les organes vitaux chez l'homme. On a donc dans la partie supérieure de notre corps le thorax qui comporte le cœur et les poumons et on a l'abdomen qui comporte donc le reste des organes. Donc au niveau de mon abdomen, le foie qui prend une grande place, qui pèse environ 2% de la masse corporelle de l'individu. Donc cet organe va avoir un rôle très important dans la régulation de la glycémie. Également le pancréas qu'on voit sur le schéma et qui se trouve en général derrière l'estomac. C'est pour cela qu'on a du mal à le voir sur ce schéma. Donc ces deux organes, le foie qui se trouve donc dans la partie supérieure droite de l'abdomen et le pancréas qui est derrière l'estomac, ce sont les organes responsables par excellence de la régulation de la glycémie.
Donc, nous allons nous intéresser à mettre en évidence le rôle du foie, puis nous allons faire de même pour le pancréas, et ensuite nous allons essayer donc de faire un schéma bilan qui comporte donc l'intervention de ces deux organes. Donc maintenant, pour mettre en évidence le rôle du foie, on a pris une expérience. Donc ces expériences ont été faites au XXe siècle. Ça consiste à faire l'ablation du foie chez un chien. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Avant l'ablation, le taux de glycémie est constant, il est environ d'1,1 g par litre, donc qui est considéré une valeur normale. Mais juste après l'ablation, nous constatons une chute rapide de la glycémie accompagnée par énormément de perturbations qui peuvent aller jusqu'à la mort de l'animal. Ceci nous conduit à penser que le foie a un rôle important au niveau de la régulation de la glycémie. Mais pour vraiment mettre en évidence et pour vraiment détailler ce rôle, on va passer à l'expérience de Claude Bernard, qui a été vraiment révolutionnaire. Cette expérience a été faite en 1855 par donc un scientifique français qui s'appelle Claude Bernard. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des chiens qu'il a richement nourris en tripes, donc en viande, puis il les a sacrifiés. Il a pris donc le foie de ces chiens, il les a mis dans de l'eau distillée. Et donc, il a mesuré la glycémie, il a constaté la présence de sucre au niveau donc, de cette eau distillée. Il a ainsi conclut qu'il existe donc un sucre rapide qui est rapidement libéré, qui est donc le glucose et qui est rapidement libéré. La preuve qu'il a donc qu'il a utilisée, c'est la présence donc de ce sucre dans l'eau distillée. Ensuite, il a pris ce même foie et il l'a lavé abondamment à l'eau froide, donc sous un robinet pendant 40 minutes. Le but, c'est d'enlever donc tout ce glucose. Et effectivement, donc après le lavage, il a donc remis ce foie dans un bocal, il a remis une autre eau distillée, donc toute propre, et il a remesuré la glycémie qui était nulle, logique puisqu'il a lavé le foie. Donc on l'appelle aussi l'expérience du foie lavé. Il a laissé cette eau donc avec ce foie pendant 24 heures et surprise, 24 heures après, cette eau contenait de l'eau, du glucose. Donc il a constaté qu'il existait un second sucre au niveau du foie qui est libéré plus lentement. Il l'a appelé le glycogène. Donc le résultat de cette expérience est que le foie comporte deux types de sucre, le glucose et le glycogène. Pour rappel, le glucose est un monosaccharide qui est composé, donc c'est un monosaccharide dont la formule chimique est le C6H12O6. C'est donc un métabolite énergétique par excellence. Et le glycogène est un polysaccharide qui lui est formé par donc, des liaisons glycosidiques entre on va dire 5000 à 300 000 molécules de glucose. Et il a également conclu qu'on peut facilement passer d'un sucre à l'autre. Donc, la réaction de passage du glucose au glycogène est appelée la glycogénogenèse. Et la réaction inverse, c'est-à-dire vraiment la dégradation du glycogène en glucose, est appelée la glycogénolyse. Donc, logiquement, quand est-ce qu'on va faire ces réactions? Eh bien, quand je suis en hyperglycémie, c'est-à-dire quand j'ai un excès de glucose dans le sang. Ce glucose doit se stocker quelque part, doit se stocker, et quand il se stockera, il va se stocker sous forme de glycogène. Et quand je suis en hypoglycémie, c'est-à-dire j'ai un déficit de glucose, eh bien le glucogène va se retransformer en glucose et ce glucose libéré suite à la glycogénolyse devra être libéré dans le sang pour compenser donc ce déficit. Aussi, il existe d'autres organes de stockage que le foie, qui sont le muscle et le tissu adipeux. Mais l'organe de stockage majoritaire est le foie, avec un pourcentage d'environ 55%. Maintenant, nous allons passer au rôle du pancréas. Le pancréas, c'est donc une glande qui est sur le schéma mentionné en jaune. Bien entendu, pour bien la visualiser, on a enlevé l'estomac puisqu'elle s'y trouve derrière.
Donc cette glande est également importante au niveau de la régulation et nous allons la mettre en évidence. On a fait une ablation totale du pancréas, c'est-à-dire on a pris un chien et on lui a complètement enlevé le pancréas. Qu'est-ce qu'on a constaté? Ce chien a eu des troubles, des problèmes au niveau de sa digestion et un problème au niveau de sa glycémie. Donc le schéma montre qu'avant l'ablation, sa glycémie était normale, mais juste après l'ablation, on a eu une augmentation rapide de sa glycémie. Donc ceci nous conduit à penser que le pancréas a une double fonction. Une première fonction au niveau de la digestion, puisque son ablation a conduit à des troubles digestifs, et un rôle au niveau de la régulation de la glycémie. C'est pour cette raison que le pancréas est qualifié de glande mixte. Pourquoi on dit glande mixte? Eh bien parce qu'il a une double fonction. Une fonction endocrine, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de synthétiser des hormones et de les libérer dans le sang, et une fonction exocrine qui est la synthèse de sucs pancréatiques, d'enzymes qui vont participer à la digestion. Alors, ces enzymes, ce sucre, va passer à travers le canal pancréatique et il va se déverser au niveau du tube digestif, notamment au niveau du duodénum, qui est donc la première partie des intestins. Donc nous, ce qui nous intéresse au niveau de la régulation de la glycémie, c'est vraiment la fonction endocrine du pancréas. Également, donc pour bien montrer le rôle du pancréas ou la fonction endocrine du pancréas, nous avons donc pris le même chien auquel on a fait donc l'ablation du pancréas, puis on lui a fait dans environ le temps de 2,5 heures, on lui a greffé un pancréas au niveau de sa circulation sanguine, au niveau de son cou. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que la glycémie rechute pour retrouver sa valeur initiale, sa valeur normale. Puis, après, on va lui débrancher le pancréas. Et juste après, la glycémie va remonter. Donc, ceci confirme vraiment le rôle du pancréas au niveau de la régulation de la glycémie. Une autre expérience qu'on a faite et qui a vraiment donné une grande précision concernant ce rôle, on a pris ce même chien auquel on a fait l'ablation du pancréas, puis on lui a injecté des extraits pancréatiques, des hormones pancréatiques. Et juste après, on a constaté que la glycémie a retrouvé sa valeur normale. Donc, la conclusion de tout cela est que le pancréas a un rôle important dans la régulation de la glycémie. Comment? En sécrétant des hormones. Donc maintenant, nous allons mettre en évidence le rôle des hormones pancréatiques. Alors, il existe au niveau du pancréas deux types d'hormones. La première est appelée insuline et la deuxième est appelée glucagon. Donc, on a suivi la variation de la glycémie suite d'une part à l'injection de l'insuline et d'autre part à l'injection du glucagon. Eh bien, on remarque dans la première figure, dans la figure 1, que la glycémie était normale et juste après l'injection de l'insuline, la glycémie a chuté. Donc, on a constaté que l'insuline fait chuter la glycémie. Donc, l'insuline est une hormone hypoglycémiante. L'insuline est une hormone hypoglycémiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une hormone qui va faire chuter la glycémie. Le glucagon, quant à lui, son injection va induire, comme on voit dans la figure B, une augmentation de la glycémie. Donc, on constate que le glucagon est une hormone qui est hyperglycémiante, c'est-à-dire c'est une hormone qui va faire augmenter la glycémie. Alors, la glycémie, donc le glucagon et l'insuline sont de nature protéique, c'est-à-dire ce sont des protéines et vu que ce sont des protéines, leur unité de base est l'acide aminé. L'insuline est formée de 51 acides aminés, organisés en deux chaînes polypeptidiques liées par ce qu'on appelle des ponts disulfures, c'est-à-dire deux atomes de soufre. Et le glucagon
est également de nature protéique. Elle est formée de 29 acides aminés qui forment une seule chaîne polypeptidique. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à la structure cellulaire du pancréas. On vient de voir que le pancréas va synthétiser l'insuline, va synthétiser le glucagon, puis le sucre pancréatique. Donc nous allons essayer de déterminer quelles sont les cellules responsables de chaque sécrétion. Et bien l'insuline s'organise comme sur la diapositive. Donc nous avons des cellules pyramidales groupées sous forme de petites fleurs qu'on appelle des acinies, qui sont les plus externes. Donc ces acinies, donc une acinie, plusieurs acinus. Donc ces acinus vont synthétiser le sucre pancréatique qui va passer par la petite lumière au milieu, puis qui va donc se déverser au niveau du canal pancréatique. Et tout autour, au milieu donc, de ces acinus, nous avons des cellules qu'on appelle les îlots de Langerhans. Ces îlots de Langerhans vont se composer de deux types de cellules. Des cellules superficielles qu'on voit, ou externes, colorées en orange, qu'on voit sur le schéma, qu'on appelle les cellules alpha, et les cellules centrales, qu'on appelle les cellules bêta, qui sont ici en bleu. Les cellules alpha vont synthétiser le glucagon et les cellules bêta vont synthétiser l'insuline. On constate également que les îlots de Langerhans sont très riches en vaisseaux sanguins. Le rôle de ces vaisseaux, c'est le transport des hormones synthétisées par les cellules alpha et bêta. Il est important de signaler que les deux hormones sont antagonistes, opposées, c'est-à-dire la synthèse de l'insuline va bloquer la synthèse du glucagon et vice-versa. En d'autres termes, le pancréas ne peut pas synthétiser les deux hormones en même temps. Donc, pour résumer tout cela, donc, nous allons faire ce petit schéma bilan. Alors, comment ça se passe? En cas d'hyperglycémie, c'est-à-dire après un repas, les cellules bêta des îlots de Langerhans, qui sont ici en bleu, vont synthétiser l'insuline. Cette insuline va se déverser dans la circulation sanguine et va se diriger vers les organes cibles, qui sont les cellules du foie en grande majorité, les cellules musculaires et les adipocytes, le tissu adipeux. Cette insuline, une fois arrivée au niveau des cellules cibles, va se fixer sur ces récepteurs spécifiques au niveau de ces cellules cibles. C'est ce qu'on appelle le message hormonal. Ensuite, cette liaison qui ressemble un peu à la clé et à la serrure entre l'insuline et ses récepteurs va activer toute une série de réactions à l'intérieur de la cellule cible, notamment l'entrée du glucose au niveau de ces cellules, puis au niveau du foie et du muscle, l'activation de la glycogénogénèse, donc c'est-à-dire le glucose qui est entré, il va donc se stocker sous forme de glycogène, et au niveau des adipocytes, l'entrée du glucose, puis la lipogénèse, c'est-à-dire sa transformation en lipides. Et c'est la raison pour laquelle l'excès de sucre au niveau de l'alimentation peut provoquer donc la surcharge pondérale. Maintenant, si on prend l'inverse, en cas d'hypoglycémie, là, la cellule jaune va être les cellules alpha des îlots de Langerhans. Elles vont synthétiser le glucagon cette fois-ci. Ce glucagon va passer donc à travers le sang vers la cellule cible, qui est dans ce cas uniquement le foie. Ils vont se fixer sur leur récepteur spécifique au niveau du foie. Ils vont donc activer la glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène en glucose, puis la sortie de ce glucose vers le sang. Donc, ceci est un résumé du cours concernant la communication hormonale. Et donc, prochainement, on fera le chapitre 2 concernant la communication nerveuse. Merci pour votre attention.